Merci beaucoup de cette invitation encore une fois. Et ce sujet, il peut sembler, pas forcément pour un certain nombre d'entre vous, au quotidien de votre activité ou de vos préoccupations. Je voulais juste savoir un peu comme ça, au cours de la dernière année, peu importe l'endroit où vous travaillez, quand avez-vous pris votre téléphone pour appeler un réanimateur dans l'idée de proposer un soin intensif à une personne âgée? Combien d'entre vous ont fait cet acte? Donc vous avez été confronté, pour la très grande majorité, je suis totalement de mauvaise foi, sachez-le, à cette problématique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dès qu'on prend notre téléphone, nous gériatres, pour appeler un confrère sur une défaillance vitale dans l'objet éventuel d'admettre ce patient en unité de soins intensifs, on est partie prenante de la décision du réanimateur. Nous ne sommes pas réanimateurs, nous ne connaissons pas toutes ces difficultés que sont d'appréhender les techniques mises en route, mais on doit quand même connaître un certain nombre de choses sur la réanimation des personnes âgées, et c'est le sujet que je vous propose de partager. Ça sera mon unique et dernière diapositive, pas tout à fait. Ça commence comme ça, on est dans le brouillard, on se dit quand même, compte tenu de la structure où je travaille, compte tenu de ce monsieur que je connais ou de cette personne que je soigne depuis longtemps, je suis un peu dans le brouillard, c'est un peu dangereux actuellement de passer ce petit fil, c'est un petit fil du côté de Zermatt. Là, moi j'ai vu le fil, mais je ne suis pas passé dessus, parce que je n'ai pas confiance dans ces machins-là. Au milieu, c'est juste une chambre de réa. Qui a vu dans les 6 derniers mois une chambre de réanimation et un malade âgé dedans? Là, vous êtes déjà moins nombreux. Alors moi j'ai compté là l'autre jour quand je suis allé, c'est 18 seringues électriques. C'est une noradrénaline pour la défaillance cardiaque, c'est un ventilateur bien sûr, c'est une épuration extra-rénale pour la défaillance rénale conjointe, c'est des matelas dans tous les sens, et c'est un univers qui est moyennement friendly. Et en bas, vous avez les suites de la réanimation avec cette famille qui est au chevet de son parent, de son ami, de tout ce que vous voulez, avec l'incertitude que les réanimateurs connaissent bien et que nous, il faut appréhender, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va devenir en termes de pronostic, de survie, de complications. Et c'est vraiment tout le challenge de ce parcours. Donc mes objectifs sont résumés sur cette diapositive. Le premier, c'est de revoir ensemble les principaux résultats de la réanimation des personnes âgées en termes de morbimortalité. De quoi parle-t-on en termes de taux de décès? À quel moment ce taux de décès est calculé? Qu'est-ce qu'il en est à moyen terme? Le deuxième point que je souhaiterais partager avec vous, c'est d'évaluer dans notre démonstration là, que vous avez fait de la boîte à outils gériatrique, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la balance quand on prend notre téléphone pour dire c'est un jeune senior ou c'est un senior déjà un peu moyen. Vous voyez cette phraséologie un peu prudente qu'est la nôtre. Parce que globalement, on est comme les réanimateurs ou les cardiologues intensivistes. Les vieux, on arrive quand même à les voir quand même. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va proposer? Et puis la dernière chose, c'est de définir les objectifs et de mesurer les bénéfices des thérapeutiques engagées à chaque étape de la maladie. Et je me permettrai de me poser sur un moment très particulier qui est la limitation des soins. Autrement dit, on engage un traitement massif et on le fait tous les jours en médecine aiguë, mais encore plus en soins intensifs. Puis au bout de quelques jours, on dit on en est où de cette histoire? Et là, on fait un pit stop et on dit on continue, on renclenche ou on arrête ou on fait autrement. Alors on va voir donc la première partie pour commencer, quelques chiffres. Donc j'aime bien parce que moi ça me semble assez clair de cette je trouve c'est bien comme ça. C'est Olivier. C'est voilà. Ça, c'est pour mon fils. C'est pour ton fils. Son fils fait des mathématiques et il y en a un au moins qui gagnera de l'argent un jour et ce ne sera pas le médecin. Je parle de la famille Hanon. Alors pour un réanimateur, on parle de VOP. Je vous donne cette dénomination parce que si vous faites une recherche sur Internet, vous tomberez sur le terme de VOP, Very Old Intensive Care Unit Patients. C'est des gens de 75 à 80 ans ou au-delà. Et donc, cette population, elle représente aujourd'hui 1 personne sur 5 dans les unités de soins intensifs. Il y a quelques différences sur la définition des soins, part de la définition sur la précision des soins intensifs. En France, on diffère parfois les unités de soins intensifs post-chirurgicales, les unités de soins intensifs médicales. Dans la majorité des pays dans le monde, ce sont des unités de soins intensifs, point barre, à l'intérieur duquel vous avez des patients qui ont une défaillance vitale, qui viennent de chirurgie programmée, non programmée, de médecine. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, les VOP, ils représentent
Un patient sur 5. Et j'ai eu l'immense privilège de travailler avec les soins intensifs de cette précédente institution qui comportait 42 lits de soins intensifs. Donc quand vous rentrez là-dedans, vous dites, oula, 42 lits, 42 machines, 42 soignants, parce que là, c'est un soignant par lit, faut le savoir, en tant qu'infirmière. Et on m'a parlé des longs séjours. On voudrait vous rencontrer, chers collègues, pour parler des longs séjours. Je me suis dit, merde, les longs séjours en réanimation. Alors, je faisais très attention parce qu'en Suisse, le court séjour, c'est le long séjour. Alors là, j'étais un peu dans ma confusion matinale. Quoi qu'il en soit, cette définition du long séjour est la définition qui est actuellement acceptée par les médecins réanimateurs français. C'est au-delà de 13 jours de réanimation. On sait qu'au-delà de 13 jours, on commence dans un séjour prolongé et donc, dans ce moment dont on a un tout petit peu parlé, de cette réévaluation, de cette éventuelle limitation des soins. Et plus vous allongez le séjour, plus vous exposez ces malades à des complications, par exemple nosocomiales, mais pas seulement. Il va vous falloir enlever le tube qu'il y a dans la trachée pour mettre une canule de trachéotomie. Il va vous falloir repenser les soins de nutrition activement. Vous avez déjà les complications du nursing, vous avez déjà eu la confusion péri-ventilatoire. Vous voyez, c'est un moment de charnière pour les réanimateurs, 2 semaines. Et puis le pourcentage de malades qui ont des critères de défaillance vitale et qui ne sont pas admis en réanimation, c'est le même pourcentage que les études que la vraie vie qu'Olivier a montré. Combien de malades en EHPAD qui ont une fibrillation atriale ne sont pas soignés par un anticoagulant? Moi, je vous le donne, le chiffre, parce que je le connais, celui-là, c'est 50%. Je n'ai pas dit que c'est des bonnes ou des mauvaises raisons, je dis que c'est la vraie vie, comme tu l'as bien souligné. Et donc, les malades qui ne sont pas admis en réanimation, mais qu'on aurait volontiers tendance à soumettre, on ne le connaît pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mode est à « on ne peut plus mourir maintenant ». On n'a plus le droit. On voit à la télévision les urgences, la réanimation, la valve et tout, et donc il faut quand même réanimer. Et moi, je viens d'une culture où j'ai fait de la réanimation. Je suis passé de l'autre côté du champ, parce que je me disais... Et là, j'ai un peu appris les choses. Mais quand vous êtes un jeune médecin en formation, que vous accueillez quelqu'un dans un établissement pour personnes âgées, quel qu'il soit, et que vous anticipez, qu'en est-il de vos souhaits en termes de soins? Voulez-vous, si malheureusement un jour se passe quelque chose, être réanimé? On n'a pas la même définition de la réanimation que ce jeune petit qui sort de l'école de médecine où on ne lui a pas parlé de ça. Un tube avec une contention chimique plus une contention mécanique puis une sonde dans l'estomac, ce n'est pas la même chose qu'une défaillance respiratoire en soins intensifs. Et donc, on est toujours un peu embêté avec ça. Et on sait que ces demandes en réanimation, quand même, depuis les 6 dernières années, ont bondi de 72%. Donc, on propose 72% de plus de VOP au cours des 6 dernières années. Est-ce qu'on a augmenté de 72% le nombre de lits de soins intensifs? Petit QCM. Quel est le taux de décès après une admission en unité de soins intensifs, réanimation d'un sujet âgé à 6 mois? Je vous laisse choisir. Ce n'est pas les nouveaux impôts, où on vous dit de choisir. Moi, on m'a demandé de choisir. Alors, je vais vous dire, c'est compliqué parce que je ne gagne pas un rond sur 2017, puisque j'étais en Suisse. Bon, j'ai rien dit. Alors, 10, 20, 40, plus de 50, 80. 80. Alors, voilà les courbes pour vous simplifier. 44 à 68% de décès à 1 an. On marque une petite pause quand même. Alors, il faut bien prendre ces chiffres. Ça veut dire qu'il y a quand même 50% des gens qui vont survivre. Dans ces 50%, vous aurez un certain nombre de gens, je vais y revenir brièvement, qui vont avoir une récupération ad intégrum et puis d'autres pas totalement ad intégrum. Mais il faut quand même savoir que quand vous enclenchez un process et que vous avez 60% de probabilité de décès, parce que ça va parfois un peu plus haut dans certaines réanimations, voilà, 6 sur 10 morts à 1 an. La santé, je le regrette peut-être, mais pas forcément, a quand même un coût. Et l'efficacité, c'est quand même aussi le taux de décès. Alors, les principaux déterminants que vous retrouvez volontiers dans les articles, dans la connaissance scientifique de décès plus volontiers chez les gens âgés, c'est l'âge. Plus on est vieux, moins on survit longtemps. La polypathologie, Olivier en a parlé, c'est clair. Alors moi, j'aime bien cette règle de 20%, parce que dans les antécédents des gens, vous êtes toujours à 20% pratiquement pour les maladies que j'ai citées ici, cancer, diabète, BPCO, démence.
à 80 ans. Et quand vous parcourez, comme il l'a fait pour la cardiologie ou moi je l'ai fait pour la réanimation, il n'y a pas de dément. Donc il y a peut-être un tri. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais la comorbidité des gens à 7 de Charlson dans le Saphir, c'est ça à peu près, 6,8, là en réanimation, vous n'avez pas ces mêmes chiffres, parce que les malades, on les trie sur la polypathologie et les réanimateurs le savent très bien. Diminution des réserves, fragilité, j'y reviendrai. Vulnérabilité au stress, c'est pas très loin de la fragilité. Et le tissu social. C'est quand même assez compliqué de prendre une décision de finalité des soins en réanimation médicale quand vous avez quelqu'un qui est totalement isolé. Et vous allez chercher la personne de confiance, qui est un voisin, et qui dit « Moi, ça m'est arrivé, faites pour le mieux ». Écoutez, présenter à quelqu'un de la vie civile, est-ce que vous voulez qu'on foute un tube à Philippe Chassagne? J'aurais bien choisir, moi. Mais c'est quand même les choses qui sont pas faciles. Hein. Comment vous expliquer, en cas de défaillance vitale, est-ce que je voulais que je vous branche sur un cathéter et un rein à raison de 3 fois par semaine pendant 3 ans, à raison de 4 heures par séance? Présenter les choses comme ça? Vous dites, on va voir avec le néphrologue, ça serait bien que vous le voyez. Patate chaude. Le risque de décès après unité, alors toi tu fais des méta-analyses sur 800 000, moi j'ai trouvé celle-là mais elle n'est pas de moi. 120 000 personnes, c'est une population australienne collectée de 2000 à 2005. L'âge supérieur ou égal à 80 ans, la probabilité de décès multipliée environ par 3. Donc il y a bien une liaison entre le vieillissement proprement dit indépendamment de la polypathologie et le risque de décès. Plus on est âgé, plus on est mortel. Moi, j'ai fait la réanimation en 1986. Il n'y avait pas un malade de plus de 65 ans dans l'unité de soins intensifs. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Parce que le tri, c'était tu ne prends personne, allez, au-dessus de 70 ans. C'était comme ça. La morbidité, je vous ai parlé de la mortalité, vous vous rappelez, 50% voire 60% de mortalité à 1 an. L'âge est un facteur de risque, c'est les 2 premières petites conclusions. La morbidité, donc les déconditionnements physiques et la récupération fonctionnelle à 12 mois. Je vous ai dit que s'il y a à peu près 30 à 40% de gens qui survivent, combien vont complètement récupérer en fonction? Eh bien, en fait, sur les survivants, vous en avez 25% qui récupèrent pleinement l'autonomie fonctionnelle qui était la leur avant la défaillance vitale. Ça veut dire que 3/4 ne récupèrent pas. Donc ils ne sont pas morts, mais ils sont avec des conséquences locomotrices, fonctionnelles, cognitives, vous les connaissez. La dénutrition, ça c'est quelque chose qui est très grave en réanimation, et c'est d'ailleurs 50% dans la cohorte que tu as montré. Je pense que c'est peut-être une des questions aussi sur le fait qu'on adapte les doses, parce qu'on se dit dénutri, c'est aussi une condition, je crois, d'adapter les doses. Dénutri réanimation, dénutri alitement veut dire ulcère de pression. Dénutri ventilation, n'oubliez pas qu'on respire avec ses muscles, donc sevrage ventilatoire quand vous extubez les malades. Si vous êtes sarcopénique sans diaphragme, ça ventilera pas. Si vous n'avez pas de muscle thoracique, vous n'expectorerez pas, vous serez encombré. Si vous n'avez pas de muscle abdominal, vous ferez l'iléus paralytique. La force, elle joue aussi quand on est couché. Moi, j'ai vu des réanimateurs maintenant avec des techniques pendant la dialyse où on leur met des vélos au sol et ils pédalent en même temps les gens pour faire du muscle. Est-ce qu'on fait faire du vélo dans les unités de court séjour aux malades qu'on garde 12 jours attachés qu'une perfusion? Je ne répondrai pas pour ce qui me concerne. L'état confusionnel et réanimation, c'est 80% des malades ventilés. Vous savez que cette échelle de la CAM, vous la connaissez peut-être, la CAM, Confusion Assessment Method, cette échelle en 4 points où vous demandez des questions, on peut la faire, alors évidemment pas en interrogeant les gens qui ont un tube, mais on va interpréter quand ils sont conscients par le clignement des yeux. 80%. Les complications spécifiques, infection nosocomiale, je ne développerai pas. Et par contre, il y a quelque chose que vous connaissez peut-être pas très bien. Moi, je l'ai découvert assez tardivement. Ça n'existait pas quand j'étais interne. On n'en parlait pas. C'est ce qu'on appelle les neuropathies ou neuromyopathies d'immobilisation. Ce sont des gens qui vont développer des dénervations axonales avec des complications de myopathie proximale. Donc, ils ne peuvent plus bouger les cuisses et les épaules. Donc, on ne peut plus marcher ni même lever les bras. Ou des neuromyopathies, ils ne sont même pas capables de faire ça. Et ça survient, plus la réanimation est longue, plus la curarisation est longue et plus la sédation est longue. Vous voyez ce délai des 13 jours. Et là, vous avez quelqu'un qui a été intubé, qui n'est pas mort du poumon, mais qui est immobile dans un lit, et le processus de récupération est aléatoire et prend au moins 6 mois. Et c'est 20% des personnes dans un certain nombre, c'est de 9 à 87%, donc c'est très très fréquent. Alors ça, c'est
la durée de séjour en long séjour en fonction de l'âge. Donc vous avez vu qu'on a mis en noir les gens les plus âgés, signe de deuil. Mais vous voyez que là, ça montre quand même très fortement que le délai de séjour en unité de soins intensifs augmente de façon très significative plus on est âgé. Et qu'on le veuille ou non, en médecine aiguë, comme en soins de suite, comme en réanimation, vous faites quand même très attention à votre durée de séjour. Et les réanimateurs, c'est pareil, mais c'est pire les réanimateurs. Parce que chaque lit occupé une journée supplémentaire en réanimation, c'est un malade qui n'acceptera pas à la réanimation alors qu'il a les critères. Et vous allez vous retrouver à transférer un post-opératoire d'anévrisme abdominal aigu opéré à ciel ouvert par hélicoptère parce qu'il n'y a pas de lit de réanimation dans l'établissement où vous êtes. C'est comme ça que ça marche. Donc, je n'ai pas dit que les vieux n'ont pas le droit d'aller en réanimation, je dis que c'est quand même un raisonnement que nos confrères mènent. J'ai fini sur cette première partie pour aborder avec vous la seconde partie, les paramètres gériatriques que l'on peut voir et qui pourraient influencer les résultats d'une réanimation à court et moyen terme. Alors, il y a longtemps que les réanimateurs et les gériatres, d'ailleurs, dans un certain nombre de villes, cherchent des critères communs pour partager l'expertise. C'est-à-dire qu'un médecin réanimateur, une équipe de réanimation doit s'approprier des outils gériatriques, lesquels, à nous d'être pédagogiques et inventifs, en disant ce contexte gériatrique, c'est peut-être pas tout à fait favorable chez ce patient ou c'est un bon élément pour le prendre en soins intensifs. Je rappelle que pendant que le réanimateur réanime, moi je dors. Et que le mec qui prend la décision la nuit, ou la fille qui prend la décision la nuit tout seul, c'est quand même lui qu'il faut respecter. Arriver le lendemain en disant « mais pourquoi ils l'ont pris ?» Et moi je dormais quand on l'a pris. Et il n'y a pas de réanimation programmée en médecine, par contre il y a des réanimations programmées en chirurgie. Vous savez que quand vous ouvrez une poitrine pour remplacer une valve par voie chirurgicale, il y aura des soins intensifs post-opératoires et pareil dans des anévrismes, des choses comme ça. Mais en médecine, c'est pas comme ça que ça marche. C'est aigu, non programmé, et il faut aller vite. Le temps de décision, il est vraiment bref, et c'est une urgence vitale et c'est crucial. Alors les paramètres décisionnels, il y en a beaucoup. Il y a les paramètres, alors moi j'ai essayé de les classer comme ça. Il y a ceux du malade. Qu'est-ce qu'il veut ? Et j'ai appris une chose, Gilles le sait probablement parce qu'il est plus cultivé qu'Olivier et moi sur la cognition, on oppose la cognition aux capacités de discernement. Et moi, pour moi, je n'avais pas fait ce distinguo et j'avais tort. Vous pouvez être dément, mais vous pouvez avoir vos capacités de discernement. Et en Suisse, qui est un pays obstiné sur l'aspect légal, vous avez une double expertise quand on veut décider comme ça. Le cognitivologue, qui soit gériatre, psychiatre, neurologue, et le psychiatre qui va juger des capacités de discernement. La famille, le représentant thérapeutique, oui, qui, comment, désigné, répudié, reconnu, c'est un peu toujours compliqué. Et l'institution, et j'ai mis ça, si je trouvais la flèche. Ah bah attends, je vais le faire comme ça, j'espère que cette petite chose va marcher. Alors, dire une flèche blanche sur un fond blanc. Je vous ai juste mis ça, c'est une petite diapo de l'année dernière, ça. Moi, j'étais au Bon Air, donc il n'y avait pas de grippe, si, il y avait des grippes, hein. Mais j'ai cru comprendre qu'en France, le premier détonateur, ce n'est pas le nombre de décès, ce n'est pas l'épidémie de grippe qui figure sur la partie droite, mais ça a été notamment en Île-de-France, il n'y avait plus de lits de soins intensifs disponibles. Du fait d'un grand recours avec des gens jeunes, grippés, qui ont été en soins intensifs. Donc vous mettez le senior de 80 ans, vous avez 3 grippés qui ont 32 ans à la porte. C'est ça, quand même. Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit que c'est bien, pas bien, c'est la réalité. Alors, je reviens en arrière. Les pathologies rédhibitoires que les gens n'aiment pas beaucoup en réanimation, c'est vrai qu'il ne faut pas annoncer c'est un dément, il a des produits contre la mémoire, et puis il sort d'une cure de chimiothérapie. Il y a moins d'entrain, là, quand même. Hein. Mais il faut comprendre, hein, c'est réanimer une aplasie médulaire sur une chimiothérapie d'induction pour un stade 4 d'hémopathie lymphoïde quand même il y a 80 ans, quand il est en Hermini-Shop. L'espérance de vie de cette personne, c'est quand même compliqué de l'estimer. Et si c'est une défaillance respiratoire aiguë sur une immunodépression chez quelqu'un qui est sarcopénique et qui est toujours en lymphome et qui aura sa chimio dans 3 semaines, c'est quand même compliqué. Et ça, chers amis, chers collègues, c'est à nous de mettre ça dans notre tête. Hein.
Je vais où, là, avec ce démon qui a 1 sur 4 d'ADL ou IADL, qui habite en institution, qui ne sait plus le jour, le soir, qui a été hospitalisé 3 fois l'année dernière pour chute, qui est maigre, cavale de travers. Alors certes, il a la pneumonie, hypoxémiante, grippale et tout ce que je veux, mais il faut qu'on navigue là-dedans. Et donc le malade âgé, c'est un malade complexe, et j'avais pas d'autre idée, alors j'ai mis une phrase qui sert à rien. Ça, c'est un des couloirs des hôpitaux que je connais bien. Il y avait juste un peu d'attente là. Et c'est comme ça que les villes qui commençaient en R, il y a eu Rennes, il y a eu Reims, et j'attendais celle où je travaille, il y a eu des morts dans les couloirs. Et ça va recommencer, hein. Parce que c'est pas parce qu'il faisait pas beau l'année dernière, hein. Alors, je vous propose une petite question idiote, c'est des trucs que les universitaires aiment bien. Alors, c'est la vraie vie des universitaires et des médecins que vous êtes. C'est des tests de concordance de script. Là, je ne vous demande pas une réponse affirmée sur l'évidence-based medicine, je vous demande une réponse guidée par votre expérience. C'est un garçon qui a 81 ans, qui est un ancien comptable, qui est marié, qui est non dépendant. Il a les antécédents précisés ici, d'une HTA, d'une insuffisance rénale chronique de stade 3, d'une arthrose, d'une obésité et d'une cardiomyopathie ischémique avec une fraction d'éjection documentée à 35%. Ce monsieur fait un certain nombre de détresse respiratoire aiguë, probablement d'origine infectieuse, compliquée dans les 6 heures d'un choc septique avec une insuffisance rénale aiguë oligoanurique, autrement dit une nécrose tubulaire probable. Si vous pensiez admettre ce VOP en réanimation médicale depuis les urgences où vous avez été, vous, en première ligne, ou vous, docteur gériatre, on vous a demandé un avis, c'est de votre faute, il ne fallait pas traîner aux urgences, hein. Et que vous avez dans ses antécédents qu'il a déjà une perte d'autonomie notable antérieurement. J'ai bien dit d'autonomie, je n'ai pas dit de capacité de marche. Est-ce que vous le proposez au réanimateur? Vous validez l'indication de réanimation? Il est possiblement cognitivement abîmé. Qui est pour? Autrement dit, je ne sais pas pour. Votre attitude est quasi impossible, moins probable, suisse, ni plus ni moins, plus probable ou quasi certaine. Moi, j'aurais dit, ouais, j'irai quand même, plus probable. Et j'aurais dit au réanimateur, écoute, on assumera si tu ne le prends pas, mais quand même. Alors maintenant, je vous rajoute juste ça. On est à J13. Il a fait la détresse respiratoire, le choc septique, l'insuffisance rénale aiguë. Il a été ventilé, intubé, sédaté. Il a eu de l'épuration extra-rénale à raison de 3 séances hebdomadaires puisqu'il était oligoanurique. Il a une pneumopathie à germe opportuniste, bien évidemment. Le choc septique, c'était une obstruction urétérale avec un phlegmon périnéphritique sur une rétention urinaire. Il a eu une laparotomie, j'avais jamais vu ça depuis longtemps, pour fécalome. Non, mais vous imaginez, laparotomie, hein. Il a été réintubé. Ils ont tout enlevé, c'est pour ça. Oui, voilà. Il restait plus rien. Confusion, alimentation entérale, pas de déglutition. On vous propose, parce qu'il redécompense, de reprendre les mesures réanimatoires alors qu'il a une encéphalopathie, avec un EEG documenté, une apraxie de déglutition après l'extubation et une neuromyopathie probable, possible. Ça a été repris, la réanimation. Parce qu'il était en réanimation, parce qu'il était 3 heures du matin et qu'il fallait mettre le tube ou on s'arrêtait là. Et maintenant, il est dans mon service, je vous expliquerai plus tard. Le triage. Alors, quelques articles, et volontiers des Français d'ailleurs qui travaillent à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait systématiquement une évaluation, un triage de ces patients qui sont candidats à une épuration extra-rénale, à une défaillance respiratoire, bref, à une réanimation. Ils ont pris 24 hôpitaux français, nos collègues notamment de l'HEGP ont beaucoup travaillé là-dessus, le professeur Somme, et ils ont randomisé par centre. Il y avait un gériatre par centre, et puis c'est une cohorte qui s'appelle comme ça. Ils devaient être admis en soins intensifs, mais pour être admis en soins intensifs ou être candidat aux soins intensifs, il fallait avoir 3 caractéristiques. Soit un ADL supérieur ou égal à 4 sur 6, donc une dépendance mineure, pas de pathologie cancéreuse active et pas cliniquement dénutris sévères. Vous voyez, ceux-là, ils étaient potentiels à l'AREA. Et les autres, on disait, on ne les trie pas par ces critères, on voit comme vous avez l'habitude de faire d'habitude. Décision partagée au niveau des urgences, 3000 personnes, 85 ans, les motifs d'admission sont listés ici, ça n'a absolument pas d'intérêt. Alors ça, c'est pas forcément très lisible, donc je vous ai mis ça. Vous voyez que là, il y en a quand même 10-15% qui ont des altérations cognitives au sens large du terme dans les antécédents, et puis vous retrouvez qu'ils avaient 41% de cardiomyopathie ischémique, 30% ils avaient de pathologie respiratoire chronique, 15%, c'est les malades qu'on voit, hein, je crois que 80 ans, ça serait le tarif à peu près de voir ça. Et puis, ils avaient des cirrhoses. Vous voyez, on n'aime pas trop les cirrhoses en réanimation quand même, hein, mais ça a toujours été.
Et l'étude triage montre que quand vous opposez ces 3 critères, vous vous rappelez, l'ADL, pas beaucoup de dénutrition et pas de pathologie cancéreuse versus chacun fait ce qu'il veut. Vous avez ici les petits traits en rouge qui montrent que là, par exemple, vous n'avez pas de diminution ni même d'augmentation des décès. Là, il s'agit d'un décès à 6 mois. Vous avez par contre une augmentation de la mortalité per-hospitalière de ces malades lorsqu'ils n'ont pas été triés. Quand vous les triez, il y a plus d'admissions en réanimation médicale. Si vous êtes plus systématique, vous admettez plus volontiers des malades parce qu'ils avaient les critères pour être admis en réanimation. Alors que sinon, c'est sensitif, ça dépend de la grippe, de la période de l'année. Ils avaient une qualité de vie qui était totalement inchangée selon qu'on les triait, réanimait. Il n'y avait pas d'amélioration des choses. Alors, je vous ai résumé ça ici. Un programme systématique de tri des patients âgés référés pour une urgence vitale en réanimation ne modifie pas leur survie à M6, ni leur qualité de vie, ni leur état fonctionnel. Donc, cette tentative de trier ces malades de façon systématique n'améliore pas ou n'aggrave pas leur pronostic fonctionnel, vital et de survie, mais est associé à un taux supérieur d'admission et une mortalité péri-hospitalière et à une DMS allongée. Donc, on n'est pas très convaincu que cette méthode est la bonne, sachant que des vieux pas dépendants, sans cancer actif et pas dénutris, ils sont pas mal à 85 ans. Fragile, j'en dis un mot. La fragilité, est-ce que ça va modifier la mortalité à 30 jours et le niveau de soins requis chez des plus de 80 ans ? 21 pays européens, 344 services de soins intensifs, 5000 personnes, 84 ans, admission depuis plus d'un jour en soins intensifs, qu'elle soit programmée, la chirurgie, ou non programmée, et on recherche un état antérieur de fragilité. Alors évidemment, quand vous êtes dans un lit intubé et attaché, c'est pas très facile de vous faire une vitesse de marche sur 4,53 m. Mais il y a une échelle que peut-être vous connaissez et que moi j'ai beaucoup investigué les 2 dernières années, qui s'appelle le Clinical Frailty Scale, d'un auteur qui s'appelle Rockwood. Alors je vais vous montrer cette échelle parce qu'elle a l'avantage, et je vous conseille, quand vous voulez faire un petit travail et votre équipe autour de la fragilité, de la connaître. C'est une échelle en 7 points. Et vous voyez, ça traduit très en forme, etc., etc. Et vous avez en face une traduction au quotidien de ce que cet état représente. Prenons par exemple en forme avec une comorbidité traitée, les symptômes de la maladie sont bien contrôlés, etc. Donc ça, rétrospectivement, avec un aidant naturel, vous pouvez faire, et le cut de cette histoire, il est là. Vous commencez à être fragile au-delà de 5. Autrement dit, vous me voyez arriver, si j'ai plus de 5 ou moins de 5, est-ce que ma survie à 30 jours est modifiée ? C'est ça le problème de la fragilité. Eh bien, c'est résumé ici. Vous avez en haut de la diapositive donc l'échelle de fragilité de ces patients avec les points qui sont notés ici. Donc la fragilité commence ici. Et vous voyez que très clairement, les patients vont avoir une mortalité supérieure lorsqu'ils sont fragiles. Quand ils étaient fragiles, vous avez compris, 15 jours avant qu'ils ne fassent la défaillance vitale. Et puis sur la partie inférieure de la diapositive, regardez à 30 jours seulement, sur la partie droite, et vous voyez que les gens qui étaient vulnérables ou fragiles avaient très clairement une mortalité qui était supérieure aux gens qui ne l'étaient pas. Donc l'état de fragilité est quand même quelque chose qui influence la mortalité et qui influence aussi la durée de séjour de ces malades, et c'est signalé dans cette publication. Je vais un petit peu plus vite. Quand j'ai les sujets fragiles qui ont une maladie aiguë vitale ont expérience une altération plus profonde de leur qualité de vie, une indépendance fonctionnelle qui va être perdue de façon plus importante et des défaillances ou des déficiences beaucoup plus que les sujets non fragiles quand ils ont été admis en soins intensifs. Et ces auteurs concluent qu'il serait nécessaire et souhaitable et utile de faire une évaluation de la fragilité de ces malades âgés lorsqu'ils sont hospitalisés dans un USI. Pour résumer ce que je viens de dire sur la fragilité, c'est un paramètre qui s'observe 4 fois sur 10 dans les populations des gens âgés hospitalisés. C'est un paramètre qui est significativement et indépendamment associé à la survie à court terme et à la préservation de l'indépendance de ces malades et à leur qualité de vie à 12 mois. Et il faudrait donc l'évaluer systématiquement. J'en viens au dernier point. Définir les objectifs et mesurer les bénéfices des thérapeutiques engagées à chaque étape de la réanimation. La nuit, nous dormons. Nous ne sommes pas réanimateurs, mais de jour, quand on prend son téléphone, on est acteur de la décision. Et après, vous êtes peut-être amené de temps en temps dans vos exercices à accepter sur dossier, quand vous êtes sur trajectoire ou quand vous allez faire la bonne parole dans certains services, ça.
Alors j'ai fait un tableau qui est non validé, non scientifique, mais c'est ce que j'ai trouvé de moins tarte en résumant mon propos. Le besoin et la répartition des rôles chez un VOP ou devant un VOP qui est candidat à une réanimation. À gauche, vous avez le malade, la famille, les représentants, le réanimateur, le gériatre et le médecin généraliste. Beaucoup d'entre vous, je pense, médecins généralistes, très peu sont alertés au cours du parcours de soins des patients qui sont en soins intensifs. Par contre, on vous les renverra après en disant... Il ne marche plus, il ne ventile pas, il a mal de travers, il est maigre, il a une escarre, mais vous allez faire la synthèse car vous êtes généraliste. Et c'est quand même compliqué tout ça. Alors après, on vous dit, vous pouvez utiliser d'autres compétences de recours. Le malade, dans la décision initiale, moi je veux mourir, mais le plus tard possible. Et le plus en forme possible. Si j'étouffe, je ne suis pas sûr que j'aurai du tout le même raisonnement. Et pour moi, plus je vieillis, plus je me dis que la vraie urgence, l'urgence intolérable, c'est la dyspnée. Je crois qu'on peut avoir mal, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais la dyspnée, sans machine, bon. La réévaluation, quand vous êtes intubé, sédaté, vous êtes capable d'appeler la limitation des soins, je ne suis pas sûr qu'entre 2 instants de confusion, vous soyez en pleine capacité de discernement. La famille et le représentant dans la décision initiale, nécessairement, partager la décision, informer et prendre en compte, donc vous avez bien compris, ce qu'il faisait avant, ce qu'il ne faisait pas, ce qu'elle faisait, ce qu'elle ne fait plus. La réévaluation, un petit peu, mais un peu moins. Parce que la réévaluation, on est dans le cas de figure de ce monsieur. Vous imaginez l'explication de texte qu'a été à la femme de ce monsieur qui a 81 ans ? Pneumopathie ABLSE, traité par carbinatepem et zatapam, ça ne parle pas beaucoup quand même. Hein. Mais il faut voir ça quand même dans le stress d'une salle de consulte. Voilà. Et puis la limitation des soins, pas facile. Je pense que notre métier de médecin, c'est d'informer, mais c'est de décider. Et de faire décider aux familles s'ils veulent arrêter les choses, c'est quand même une transmission d'informations qui n'est pas évidente. Le réanimateur, il a des croix partout. Hein. C'est lui qui décide, c'est lui qui mouille la chemise. Le gériatre. Alors moi, j'ai mis au début dans la décision initiale, compte tenu de l'urgence vitale, pas sûr. Mais il y a quand même beaucoup de malades dans nos hôpitaux, je l'ai appris, pour lesquels vous anticipez assez bien sur la réanimation en disant « il va pas bien quand même hein. Ça fait 2-3 jours que je traîne avec cette hémorragie, est-ce que tu veux pas venir le voir ?» Et le réanimateur, là, il peut s'approprier des notions alors que la personne est encore consciente. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, la réévaluation, oui, je crois que là, on a notre place. C'est dans les longs séjours. Moi, je l'ai testé. Quand on se tournait, on disait, nous, on n'est pas très favorable à reprendre en route une noradrée et tout ça. Ils nous écoutaient un peu. Bon. Et puis, la limitation des soins, je crois qu'on est vraiment dans notre position. Le médecin généraliste, j'ai mis plus ou moins. Et dans la limitation des soins, c'est très important. Le généraliste qui rentre dans la danse, à qui on dit, comment il était avant ? Il était vraiment bien. Ah, vous savez, déjà, j'avais du mal et sa famille et le tissu social. Voilà. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on appréhende. Moi, je raisonne toujours comme ça. Mes comptes rendus sont rédigés et j'ordonne à mes collaborateurs, je ne leur demande pas, je leur donne à mes collaborateurs d'aborder ça comme ça. J'aborde toujours les choses de 3 façons dans les décisions pré-thérapeutiques, la qualité de vie, l'espérance de vie et l'état fonctionnel. Et je me dis, au stade où il a une neuromyopathie, sa qualité de vie, son évaluation fonctionnelle, pas sûre. Son espérance de vie est modifiée par la réanimation et je pondère, je le fais pour les valves, je le fais pour la dialyse, je le fais pour l'onco et je suis plus ou moins écouté. Et puis je mets au milieu la fragilité parce qu'en tant que telle, cette entité que les réanimateurs connaissent très bien mais ont du mal à cerner, comme nous, est un élément. Voici mes messages. La diffusion des connaissances, ça doit être réciproque. Si vous ne savez pas ce que c'est que de la réanimation, vous ne pouvez pas porter un jugement sur les gens dont vous recevez le compte-rendu. Il faut aller voir les autres pour comprendre ce que c'est qu'une unité de soins intensifs et les médecins réanimateurs peuvent comprendre aussi ce que la gériatrie peut proposer. C'est nécessaire, ne serait-ce que pour énoncer les directives anticipées. Si vous ne parlez pas de réanimation, la vraie réanimation, vous ne savez pas de quoi vous parlez. 2, à l'hôpital, en médecine, écrire par anticipation les limites gériatriques en cas de défaillance vitale. Alors ça, c'est un combat qu'on mène tout un chacun dans nos boutiques. Sur tous nos comptes rendus, moi j'en co-signe 1 millier par an. Je pense qu'on peut quand même noter, après notre évaluation gériatrique aboutie, compte tenu de la dépendance, de l'état démentiel, de la comorbidité, de l'état de cachexie, en cas de défaillance vitale, une réanimation intensive n'apparaît pas, alors je ne dis pas autre chose que pertinente dans le contexte. Mais je pense qu'on peut le mettre. Et quand vous avez le réanimateur qui est en bas, il dit « sort de gériatrie », ils avaient montré un peu de fébrilité, ça a du sens. 3, les incontournables fonctions espérance de vie, qualité de vie et fragilité, mon triangle plus le F au milieu. Et la place du gériatre, je le pense, plutôt dans la limitation des soins que dans le décisionnel initial. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Philippe. Alors, une question au fond, monsieur